il faut savoir qu'en France, contester la version officielle de la tragédie d'Oradour-sur-Glane est passible d'amende et de prison. On ne peut pas la contester. Depuis janvier 2017 exactement. Avant, on pouvait, parce que la loi anti-révisionniste ne s'appliquait qu'à la contestation des crimes contre l'humanité. Elle ne s'appliquait pas à la contestation des crimes de guerre. Or, Oradour a été jugé comme un crime de guerre. Alors, je ne sais pas si pour les auditeurs, la différence entre crime contre l'humanité et crime de guerre est évidente ou est sue. Alors, pour faire simple, on dira que la différence est la suivante. Un crime contre l'humanité, c'est je tue des gens, notamment des civils, en raison de leur origine raciale, de leur religion, de leur ethnie, etc. Un crime de guerre, je vais tuer des gens, non pas pour ce qu'ils sont, mais parce que c'est la guerre. Voilà, par exemple, j'arrive dans un village où il y a eu un attentat contre l'armée d'occupation, je rafle les gens, j'en rafle 60 par hasard, au hasard, dans les maisons, je les aligne dans un champ et je les tue. Je ne les ai pas tués en raison de leur origine raciale, etc. Non, je les ai tués pour faire des représailles qu'on considère comme illégitimes à un attentat. Ça, c'est un crime de guerre. En revanche, j'arrive dans un village, je prends les gens qui ont la peau noire, je les tue. Là, c'est un crime contre l'humanité parce que j'ai tué des gens en raison de la couleur de leur peau. Voilà. Donc, Oradour est considéré, a été jugé comme un crime de guerre. Pourquoi? Parce que le récit officiel nous dit que le 10 juin 1944, des Waffen-SS de la division d'Eisreich sont venus dans ce village pour l'exterminer, c'est-à-dire pour tuer les habitants sans distinction d'âge ni de sexe et pour brûler ensuite, détruire le village. L'objectif était donc de le raser, de massacrer ses habitants. Alors, on dit que les Waffen-SS ont agi comme cela, ont commis ce massacre pour impressionner la résistance. Pour dire à la résistance, si vous continuez à nous harceler, voilà ce qui va se passer dans d'autres villages, donc maintenant, tenez-vous tranquille. Voilà. Donc, ça a été jugé en 1953 comme un crime de guerre. Et jusqu'en 2017, rien n'empêchait, rien n'interdisait de remettre en question les circonstances ou l'existence d'un crime de guerre. La loi antirévisionniste en France, qui avait été votée en juillet 1990, interdisait la contestation de certains crimes contre l'humanité, notamment la Shoah, l'Holocauste, le génocide des Juifs, ce qu'on dit. Mais elle laissait complètement de côté les crimes de guerre. Et c'était logique. Pourquoi? Parce que le législateur avait juré à l'époque, la main sur le cœur, que la loi, elle n'était pas faite, disait-on, pour protéger une histoire officielle. Pas du tout. On disait, il n'est pas question, il y aura toujours la liberté de recherche, etc. Il n'y a pas en France d'histoire officielle. Mais ce que l'on veut, c'est empêcher des discours qui, au motif de prononcer des conclusions historiques, en fait, veulent susciter l'antisémitisme. En gros, on disait, les révisionnistes, s'ils disent que les chambres à gaz n'ont pas existé, c'est pour susciter l'antisémitisme. Or, ce discours est très subtil parce qu'il n'est pas directement raciste, il n'est pas directement antisémite. Les révisionnistes ne disent pas « mort aux Juifs », ils disent « les Juifs ne sont pas morts ». Donc c'est un discours très subtil
qui échappe à la loi Pleven de 1972 qui punit les discours racistes, il faut donc créer une nouvelle loi qui va créer un délit de révisionnisme. Voilà, et c'est pour ça que l'on a fait, que l'on vote une nouvelle loi. Encore une fois, il ne s'agit pas de protéger l'histoire officielle, c'est pas ça. Cette loi sert à réprimer les actes racistes et antisémites. Voilà pourquoi cette loi empêche notamment de contester l'existence des chambres à gaz homicides et de remettre en cause l'Holocauste des Juifs. C'est pour protéger la société de l'antisémitisme. Et en 2017, la loi Guesso, donc la loi antirévisionniste, a été étendue. Elle a été étendue notamment à certains crimes de guerre. Des crimes de guerre qui ont été jugés et pour lesquels des personnes ont été reconnues coupables et condamnées. Oradour, c'est exactement ce type de crime de guerre, puisqu'en 1953, des Waffen-SS ont été jugés et condamnés. Donc, tu induis que tu ne pourras pas expliquer le fruit de ton travail directement sur la tragédie d'Oradour-sur-Glane, parce que visiblement, ta version diffère. Ah ben voilà, si vous contestez les faits officiels, il suffit de les contester. Le juge dira, vous avez contesté, donc vous pouvez être condamné, je vais vous condamner à 1 an de prison ferme et jusqu'à 45 000 € d'amende. Et si vous dites devant le tribunal, mais attendez, je conteste parce que j'ai fait une étude historique, je conteste sur la foi d'arguments historiques, d'arguments scientifiques, le juge dira, mais ce n'est pas mon affaire. Je ne suis pas là pour juger l'histoire, je ne suis pas là pour juger vos thèses. Je suis là pour vérifier si vos thèses contestent la version officielle. Si elles la contestent, quelles que soient vos raisons, je vous condamne. Voilà où on en est aujourd'hui. Alors ça veut dire que toi, tu as écrit un bouquin qui est le fruit de plusieurs années de travaux, mais si tu le sortais en France, tu serais effectivement poursuivi et mis en prison. Alors, j'ai publié un premier livre en 1997 qui s'appelait « Le massacre d'Oradour, un demi-siècle de mise en scène ». Ils l'ont interdit, le ministère de l'Intérieur l'a interdit 3 mois après sa parution. Il est paru en juin 1997, le ministère de l'Intérieur l'a interdit en septembre 1997, mais ils n'ont pas pu le poursuivre. Voilà, alors après je reviendrai sur, ils m'ont quand même poursuivi, mais pour d'autres raisons, mais j'y reviendrai après. En revanche, en 2022, alors que j'étais en prison, j'ai publié un 2e livre sur la question, un nouveau livre qui s'appelle « Oradour, le cri des victimes ». Ce livre est paru en Angleterre, mais il est possible, je n'en suis pas sûr encore, mais il est possible que mes contradicteurs ou le parquet aient porté plainte contre ce livre. Ah, c'est les fameuses plaintes dont tu ne savais pas, ou dont tes avocats n'étaient pas sûrs qu'elles... Voilà. Peut-être que parmi toutes les plaintes, il y a une plainte contre ce livre. Voilà, voilà où on en est. Ça voudrait dire qu'éventuellement, tu pourrais écrire le fruit de tes travaux. Si tu étais à l'étranger, il y aurait moins de problèmes, quoi. Si j'étais même en Allemagne, il n'y aurait pas de problème. Parce qu'en Allemagne, il n'y a que les crimes contre l'humanité qu'on ne peut pas contester. Mais en France, alors, quand ils ont étendu la loi aux crimes de guerre, ils se sont trahis. Parce qu'ils disaient, on empêche de contester les crimes contre l'humanité parce qu'en fait, c'est de l'antisémitisme. Quand vous dites les Juifs ne sont pas morts, ou ne sont pas morts gazés, c'est parce qu'en fait, vous voulez susciter l'antisémitisme. Mais dans l'affaire d'Oradour, il n'y a pas de Juifs. C'est un problème entre des Allemands et des Français. Les gens qui ont été tués, c'était pas pour leur race, c'était pas pour leur religion, c'était parce que c'était la guerre. Donc, quand on conteste Oradour, on ne cherche pas à susciter ni le racisme ni l'antisémitisme. En étendant la loi, ils se sont donc trahis. C'est bien des vérités officielles qu'ils veulent protéger, dont ils veulent interdire la critique. Parce qu'il n'y a plus du tout l'excuse de « si vous contestez Oradour, c'est que vous êtes un antisémite ». Mais ça s'est produit il y a 80 ans. Quelle est la pertinence aujourd'hui de continuer à vouloir persécuter ceux qui remettent ce narratif? Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que la configuration des systèmes est toujours basée
sur la version officielle et que de la remettre en cause le système se sentira en danger? Ah ben exactement. C'est que, et ça c'est l'objet de la première partie de mon livre, qui s'appelle « À ceux qui m'accusent de ne pas être neutre ». L'objet de la première partie de mon livre, de la fin de la première partie de mon livre, j'expose à quel point Oradour est exploité pour des raisons politiques. D'ailleurs, je vous rappelle qu'aux élections présidentielles de 2017, lorsqu'Emmanuel Macron s'est retrouvé au deuxième tour face à Madame Le Pen, qu'est-ce qu'a fait Emmanuel Macron? Il a fait 2 déplacements. Un déplacement au Mémorial de la Shoah à Paris et un déplacement au Centre de la mémoire d'Oradour-sur-Glane. C'est-à-dire que à chaque fois, c'était « Attention, électrices et électeurs, l'extrême droite, vous savez où ça mène. Ça mène aux chambres à gaz, ça mène au massacre de gens dans des villages, etc. Et l'extrême droite mène à la guerre, etc. » Voilà. Et donc, il y a toujours une exploitation politique de tous ces faits historiques. Et c'est ça qui est très très important. Et je peux, si vous voulez, vous citer quelques pages, enfin, pas quelques pages, un extrait, par exemple, de ce que l'on dit à Limoges et à Oradour à propos du Centre de la mémoire. Hein, je vais vous le citer. Voilà ce que dit, par exemple, le... Ça ne tombe pas sous le coup de la loi, hein, ce que tu... Alors non, ça ne tombe pas sous le coup de la loi, puisqu'on peut dire exactement ce que disent les gens. Hein. Ça, ce n'est pas un problème. Alors, pardonnez-moi, je retrouve vite fait le passage. Alors, ce sont des choses qu'ils disent eux-mêmes. Hein. Moi, je n'ai rien inventé. Voilà ce que dit, par exemple, le président du Centre de la mémoire d'Oradour, Richard Jezierski, a déclaré « Oradour devrait devenir une véritable plateforme de réflexion sur la médiocrité de l'homme et la lutte contre tous les fascismes et les guerres. » Donc il y a une revendication évidente que Oradour sert l'antifascisme. Et un peu plus tard, ce même monsieur a accordé un entretien au magazine Info Limoges et l'entretien était intitulé « Centre de la mémoire, un lieu antifasciste ». Donc, et ce sont eux-mêmes qui l'avouent. Ils avouent que toutes ces histoires sont encore aujourd'hui exploitées contre ce qu'on appelle l'extrême droite, l'ultra-droite, etc. Et voilà pourquoi Emmanuel Macron, quand il s'est retrouvé face à Marine Le Pen, il a fait un déplacement au mémorial d'Oradour. Ce n'était pas fortuit, ce n'était pas un hasard, ce n'était pas du tourisme, c'était un déplacement éminemment politique. Et ça répond à ta question qui consiste à dire pourquoi 80 ans après, eh bien on protège l'histoire officielle. On la protège parce que cette histoire officielle sert encore à embrigader notamment les jeunes générations sous le fanion de l'antifascisme. Alors, 2 points, Vincent. La France, elle est composée de différents courants politiques qui sont décisionnaires dans la législation. Quel a été le positionnement des personnes de l'extrême droite qui seraient plus tentées de se défaire d'un narratif qui les empêche éventuellement de plus s'exprimer? Alors, du temps de Jean-Marie Le Pen, puisque en France, l'ultra-droite était représentée par le Front National, hein, Jean-Marie Le Pen s'est toujours justement opposé à ces lois qu'il appelait liberticides. Il a toujours dit qu'il faut la liberté de recherche pour les historiens ou ceux qui étudient l'histoire, parce qu'on peut étudier l'histoire sans être historien. Hein. Souvent, on dit les révisionnistes ne sont pas des historiens. Certes, il y a des historiens parmi les révisionnistes peut-être, mais la plupart ne sont pas. Mais je vous rappelle qu'en 1993, le CNRS a fait paraître un livre qui s'appelait « Les crématoires d'Auschwitz, la machinerie du meurtre de masse ». Ce livre, disait-on à l'époque, réfutait les thèses révisionnistes. Ce livre n'avait pas été écrit par un historien, il avait été écrit par un pharmacien, Jean-Claude Pressac. Donc, quand on nous dit
Les révisionnistes n'ont pas de valeur parce qu'ils ne sont pas historiens. Je m'excuse, mais Jean-Claude Pressac n'était pas un historien. Raoul Hilberg, qu'on a considéré longtemps comme l'historien numéro 1 de l'Holocauste, n'était pas historien. Et il y en a d'autres hein, qui sont de la même façon, qui ne sont pas historiens. Donc le deuxième point, c'est que si je suis le raisonnement, ça veut dire que pour les jeunes d'aujourd'hui, la société Hanouna, la société de transformation même de l'écriture du masculin et du féminin avec du il, elle, eux, i, tu penses que ces gens-là, en fait, cette jeune génération est prisonnière de ce narratif et que ça induit éventuellement leur jusqu'au boutisme aliénant? Ou est-ce que tu penses que finalement un jeune qui regarde Hanouna, en fait, cette histoire, il s'en fiche et que ça n'a pas d'impact sur lui? Quel est ton point de vue sur le sujet? Parce qu'à la limite, au point où on en est, est-ce que ça a encore une importance réelle dans les conséquences que ça pourrait avoir systémiques? Alors moi, je crois quand même que ça a une importance. C'est-à-dire que je considère que par l'éducation, on forme les jeunes, on les embrigade sous le... Ça a coupé encore. Hein. De manière... On me dit souvent, mais les jeunes, ils s'en foutent de cela. Les jeunes, ils s'en foutent. Je dirais que c'est vrai, mais en même temps, c'est faux. Je compare les connaissances historiques qu'on leur donne à comme un muscle douloureux. Tant que le muscle qui est douloureux, vous ne l'utilisez pas, vous ne vous apercevez pas que vous avez un muscle douloureux. Mais à partir du moment où vous allez l'utiliser, c'est là que vous voyez. Eh bien, c'est pareil. Ces jeunes, on leur apprend l'histoire en leur disant « Attention, il y a l'extrême droite, il y a le fascisme qui fait l'Holocauste, qui fait des guerres, qui massacre partout. » Chaque jour, les jeunes, ils s'en moquent complètement. Mais il suffit qu'il y ait dans l'actualité quelque chose qui implique la droite nationale, etc., tout de suite, vous avez le réflexe républicain, où on sait où ça a mené. Alors, par rapport à il y a 20 ans, ça a sûrement diminué. Mais c'est toujours présent. C'est toujours présent, c'est-à-dire que ces jeunes, ils ne retiennent pas grand-chose des cours d'histoire, si ce n'est que, parce qu'on les bassine avec ça, que les salauds de nazis ont tué 6 millions de juifs et que l'extrême droite, eh bien, ça fait la guerre, ça fait des massacres partout. Voilà ce qu'ils retiennent, pas plus, ils s'en moquent, mais ça fait un réflexe de rejet. Tu veux dire que Marine Le Pen n'a pas suivi la rigueur de son père et est beaucoup plus laxiste avec cette version qu'elle accompagne? Alors justement, j'allais y venir. Du temps de Marine Le Pen, du temps de Jean-Marie Le Pen, il y avait vraiment une opposition très nette aux lois liberticides, notamment à la loi Guessot. Marine Le Pen, au départ, a tenu le même discours que son père. Et maintenant, elle s'est, pour des raisons de dédiabolisation, elle ne s'oppose plus à cette loi, et même dans son livre à contre-flot, elle est tout à fait d'accord que l'Holocauste a existé, que c'est indéfendable, etc. Donc elle reprend le narratif officiel, et aujourd'hui, elle ne dit plus rien contre cette loi. Personnellement, moi je le regrette, puisque je pense que ça aurait été mieux de continuer à s'opposer à ces lois, à dire non, ce sont des gens qui ont tout le monde a le droit de faire la recherche. Dans la logique de Marine Le Pen, il est évident que quand on veut se dédiaboliser, quand on voit à quel point le révisionnisme est un tabou, est un point très chaud, je puis comprendre qu'elle ait choisi la stratégie de dire « bon, je ne m'oppose pas à cette loi et je reprends les narratifs officiels ». Moi, je le regrette, hein, mais je peux comprendre qu'elle le fasse. Alors, ça veut dire que finalement, les décisions politiques collectives des différents partis finissent par valider une version auquel ils se conforment. Ça veut dire que l'inconscient collectif des Français finalement préfère cette version-là, c'est-à-dire la version officielle. Ah oui, tout à fait. Il est évident qu'aujourd'hui, je dirais, il y a des lois anti-révisionnistes, mais à mon humble avis, elles ne servent à rien. Parce que même sans loi anti-révisionniste, le révisionnisme ne progresserait pas, c'est trop tôt. Pour l'instant, les gens veulent croire aux narratifs, à tous les narratifs qu'on leur donne, parce qu'ils soutiennent le système, en gros, encore, même si ils en ont parfois assez des dysfonctionnements, de certains dysfonctionnements locaux, l'insécurité, le chômage, l'augmentation des prix. Mais globalement,
à mes yeux, d'après ce que j'ai pu voir dans ma vie, ils soutiennent ce système et donc ils adhèrent à ces narratifs. Je partage totalement l'analyse de Jacques Ellul qui dit que la propagande ne peut fonctionner que s'il y a des gens qui, au départ, sont d'accord avec cette propagande ou sont demandeurs. On le dit bien en publicité. La publicité ne crée pas un désir, elle ne fait qu'éveiller un désir qui pouvait être latent, mais qui était déjà là. Quelque chose qui ne répond pas à un désir, vous aurez beau faire toute la publicité que vous voudrez, ça ne fonctionnera pas. Et si les gens n'acceptaient pas les narratifs officiels, le pouvoir pourrait faire tout ce qu'il voudrait, ça ne fonctionnerait pas. D'ailleurs, on le voit un peu avec le 9-11. Il y a une résistance au 9-11, parce que sur ce narratif officiel, il y a des gens qui sont prêts à ne pas le croire. Voilà, alors, donc, sachant qu'aujourd'hui, il y a une loi qui empêche de remettre en question la thèse officielle d'Oradour, je ne peux pas parler maintenant de mes recherches. Je ne peux pas parler de mes conclusions. En revanche, ce que je peux raconter, et ce qui est très intéressant aussi, ce sont tous les ennuis que les gardiens de la mémoire m'ont fait pour ne pas débattre. Parce qu'il faut savoir que dans mon premier livre, paru en juin 1997, j'avais terminé mon introduction en disant que j'étais prêt à débattre du moment que le débat soit loyal. J'avais dit, si des adversaires nous invitent à un débat loyal, nous nous empresserons de répondre positivement. Seulement, mes adversaires ne voulaient pas débattre et la seule chose qu'ils voulaient faire, c'était me faire taire le plus vite possible. Donc, ils ont interpellé le ministère de l'Intérieur en disant « il faut interdire ce livre ». Petite anecdote, ils avaient même demandé son interdiction avant sa parution. C'est fou. C'est-à-dire qu'ils ne savaient même pas ce que j'allais dire, mais seulement mon livre, l'hebdomadaire Rivarol en avait parlé, en disant « un livre révisionniste va paraître sur Oradour, etc. » Et à ce moment-là, un comité de vigilance avait prévenu les autorités d'Oradour qui avaient déjà demandé au ministre d'interdire ce livre. Donc, avant même de savoir les arguments que j'allais développer, ils voulaient m'interdire. Naturellement, on ne peut pas interdire un livre qui matériellement n'existe pas encore. Donc, ils ont dû attendre. Mais dès que le livre est paru, en juin, ils ont immédiatement interpellé le ministre de l'Intérieur. À l'époque, c'était Chevènement, monsieur Jean-Pierre Chevènement, en lui disant il faut interdire ce livre. Et en septembre, donc, il a interdit le livre. Le livre a été. Alors, il était interdit non seulement de vente, mais aussi de circulation, de diffusion. Enfin bref, je ne pouvais même pas le distribuer gratuitement. Il était totalement interdit sur tout le territoire français. Mais ils ne pouvaient pas me poursuivre. Ils ne m'ont pas poursuivi. En revanche, ça a changé parce qu'en 2000, j'ai diffusé une cassette vidéo qui s'appelait Oradour, 50 ans de mensonges officiels. Cette vidéo avait été faite à partir d'une conférence que j'avais donnée à Paris. Conférence qui pour moi n'avait pas été très réussie. Et de plus, la vidéo avait été faite par une tierce personne. Et très peu de mes arguments étaient donnés. Je considérais que cette vidéo n'était pas réussie du tout. Mais j'ai accepté qu'elle soit diffusée à une seule condition, c'est qu'à la fin, on fasse une publicité pour mon livre, qui était encore interdit à l'époque, mais pour qu'on fasse une publicité quand même. La vidéo a été diffusée, et un de mes amis qui habitait Limoges, donc à quelques dizaines de kilomètres d'Oradour, a eu la mauvaise idée de faire la promotion de ma cassette vidéo dans le village d'Oradour même, c'est-à-dire dans le nouveau village, pas le village détruit, mais dans le nouveau village. Il l'a envoyé à des coiffeurs, à des commerçants, à des gens, etc. Ça a fait scandale. Et ils ont porté plainte contre moi. Ils se sont mis en relation avec le préfet de Haute-Vienne pour qu'il interdise la cassette. Il l'a interdite très vite, très très vite. Je crois qu'il l'a interdit le 2 février 2001. Il y a eu un arrêté d'interdiction dans tout le département de la Haute-Vienne.
Mais pour eux, c'était pas suffisant. Ils en ont appelé à nouveau au ministère de l'Intérieur pour qu'ils l'interdisent. Et alors là, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Le ministère de l'Intérieur l'a interdit en vertu d'une loi de protection des mineurs contre les abus sexuels. Alors ça, c'était tout à fait extraordinaire. C'est un arrêt d'interdiction que je reproduis dans mon nouveau livre et qui mérite de figurer dans les annales. C'était un arrêt, il a été en vertu d'une loi de protection des mineurs contre, en gros, la pédophilie et tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, ma cassette était interdite de vente, d'exposition et je crois de distribution aussi, comme s'il s'agissait en gros d'une cassette pédophile. Alors c'était tout à fait extraordinaire. Donc ils ont trouvé un biais pour m'interdire. J'ai un clignotant qui s'allume à chaque coup de ce genre de choses. Est-ce que tu crois que dans ce système législatif, la franc-maçonnerie est très impliquée dans ce côté zélé anti-révisionnisme? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. J'ai eu de nombreux noms de juges qui sont passés sous mes yeux, de nombreux noms de partis civils. Je n'ai jamais pu savoir qui étaient ces gens, etc. Donc je ne peux pas répondre à cette question. Ce n'est pas de la mauvaise volonté de ma part, c'est vraiment que je ne sais pas. Ok. Vas-y, Alors, continue. Alors ensuite, ils ont porté plainte contre cette cassette. Alors c'est là que les choses très intéressantes ont commencé, parce que ils ont porté plainte. Alors vous savez, ils utilisent toujours cette même méthode. Quand ils veulent interdire quelque chose, ils multiplient les plaintes afin que ça monte, la mayonnaise monte, vous savez. Par exemple, dans cette cassette, on avait filmé l'entrée du centre de la mémoire d'Oradour. Et dans les dernières secondes, on voyait le bureau d'accueil et on voyait l'hôtesse d'accueil. Mais on la voyait de loin, on ne distinguait pas son visage. Eh bien, ils ont fait porter plainte à l'hôtesse d'accueil pour utilisation abusive de son image, alors qu'on la voyait que quelques secondes sans pouvoir la reconnaître. Mais ça, c'est leur technique. Ils multiplient les plaintes de tous les côtés de façon à dire « Ah là, c'est très grave !» Et il y a bien une plainte qui va être acceptée par la justice. Alors, il est évident que la plainte de cette femme ou de cette demoiselle n'a pas été prise. Mais bon, ça participait à l'orchestration, l'agitation. Ils ont donc finalement porté plainte, mais ils ont d'abord porté plainte pour contestation de crimes de guerre. Parce qu'ils pensaient, dans cette province, que la loi anti-révisionniste s'appliquait aux crimes de guerre. Mais on était en 2001. Et en 2001, la loi révisionniste ne s'appliquait pas aux crimes de guerre. Donc, la première fois que la juge d'instruction, qui s'appelait Madame Christine Fourel, m'a convoqué, je lui ai dit, mais vous ne pouvez pas me poursuivre. Et alors, chose extraordinaire, ils ont modifié l'intitulé des poursuites. Ils ont dit non, on ne vous poursuit pas pour contestation de crimes de guerre, on vous poursuit pour apologie d'un crime de guerre. Or, et là je l'ai dit aussi à la juge d'instruction, comment pourrais-je faire l'apologie d'un crime que je conteste? C'est totalement contradictoire. Si vous m'avez d'abord poursuivi pour contestation de crimes contre l'humanité, pour contestation de crimes de guerre, quand maintenant vous poursuivez pour apologie, vous montrez votre mauvaise foi. Ça n'a servi à rien, parce qu'il fallait absolument me poursuivre. Donc la juge a maintenu les poursuites pour apologie de crimes de guerre. Et alors il y a une chose qui a été intéressante, c'est que les premières fois qu'elle m'a convoqué, c'était pour savoir si c'était bien moi qui avais fait la cassette, qui l'avait montée, qui l'avait diffusée, etc. Bon, c'était des questions purement pour établir ma responsabilité. Et puis à un moment, lorsqu'elle m'a convoqué, je crois que c'était la deuxième ou la troisième fois, elle m'a soudainement produit des pièces du procès des Waffen-SS. Elle m'a produit des interrogatoires et elle m'a produit surtout une photo. Et elle disait, vous voyez, cette photo, elle réfute ce que vous dites. Et cette photo, elle avait été prise de la voûte du clocher, au-dessus de la voûte. Quelqu'un avait pris des escaliers, était monté au-dessus de la voûte du clocher.
Et on voyait le trou par lequel passait la corde qui permettait de faire sonner les cloches. Et elle a dit, ouais, ça s'appelle l'oculus. Elle a dit, regardez, ça c'est l'oculus, il est intact. Et puis là, il y a une masse de bronze, ben, ce sont les cloches fondues. Et cette photo, l'oculus était parfaitement ovale. Et j'ai dit, mais c'est jamais aussi ovale que ça. Cette photo m'apparaissait grossièrement falsifiée. Et donc je lui ai dit, écoutez madame, moi cette photo, elle m'apparaît grossièrement falsifiée. Hein. Je ne sais pas où elle a été prise, mais ça... Non, vous prenez. Et puis surtout, l'oculus était complètement noir, comme si l'église, le rez-de-chaussée de l'église, était plongé dans l'obscurité la plus totale. C'est jamais vrai, il y a des vitraux, il y a tout ça. Donc ça me paraissait complètement faux. Alors je lui ai dit, oui, mais oh, ben, très bien, mais ça, on en parlera devant le tribunal. Et elle m'a dit, non, 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 je vais vous reconvoquer et on va aborder l'aspect historique du dossier. Et moi, ça m'intéressait. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que les archives du procès des Waffen-SS sont mises sous scellé jusqu'en 2053. Ce n'est pas du tout une manœuvre pour cacher une vérité quelconque. Hein. C'est parce que quand il y a un procès avec des noms de gens qui sont impliqués, etc., les archives peuvent être mises sous scellé pour 100 ans. Comme le procès a eu lieu en 1953, les archives ont été mises sous scellé, comme dans beaucoup de procès, pour 100 ans. Il y a certaines archives qui sont mises sous scellé pour 30 ans, mais voilà, quand il y a des noms, quand c'est des affaires douloureuses, pour éviter des vendettas, ou etc., on les met sous scellé pour 100 ans. Moi, ça m'intéressait parce que j'avais voulu accéder à ces archives et on m'avait refusé en disant « Mais non, elles sont sous scellé jusqu'en 2053, vous ne pouvez rien faire. » Donc j'étais très satisfait à l'idée qu'un procès entraînerait la production de certaines de ces archives. Bon, donc j'attendais avec impatience ma nouvelle convocation chez la juge d'instruction. Les semaines ont passé, les mois, rien. Et un jour, j'ai appris que l'instruction était close. C'était fini. J'allais être renvoyé devant le tribunal correctionnel. Donc, je n'ai jamais su ce qui s'est passé entre le moment où Mme Fourel m'a dit « Je vais vous reconvoquer pour aborder l'aspect historique du dossier » et le moment où elle a dit « Non, l'instruction est close ». Mais il y a eu une contradiction terrible. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Je ne sais pas. Mais il y a une chose qui est évidente, ils n'ont pas voulu aborder l'aspect historique du dossier. Et ces documents qu'elle m'a montrés, je ne les ai plus jamais revus à tous les stades du procès et de la procédure. Jamais. Ils ont disparu aussi vite qu'ils étaient apparus. Voilà. Donc ça, je tiens à le dire, c'est très important. Alors, je l'explique dans ce livre-là, j'explique tout ça. Hein. Documents à l'appui. Bon. Et alors, j'ai été poursuivi pour apologie de crimes de guerre. Alors, au terme d'un raisonnement complètement fallacieux, qui consistait à dire, bon, ben, en disant qu'en fait, les Waffen-SS n'ont pas massacré les femmes et les enfants en les brûlant dans l'église, en disant cela, eh bien, Vincent Renoir justifie ce qui s'est passé, donc il fait une apologie d'un crime de guerre. Or, si j'avais expliqué ce qui s'était passé, je ne disais pas « Bravo les Waffen-SS, vous avez eu raison de massacrer ce ramassis communiste, il fallait le faire ». J'ai jamais dit ça. J'étais poursuivi, mais avec des poursuites rédigées avec une mauvaise foi extraordinaire. Tu as des avocats dans ce cas? Alors justement, j'avais mon avocat, Maître Delcroix. Le procès de première instance a été... Alors, Maître Delcroix m'a dit à la fin, j'ai vu des procès iniques, mais celui-là, j'avais jamais vu aussi inique. C'est-à-dire que le président a tout fait pour escamoter le débat historique. Ils avaient produit contre moi un rescapé du drame, un homme qui avait survécu au massacre d'une grange, qui s'appelait Marcel Dartout. Marcel Dartout a commencé à témoigner, il a donné son témoignage, historiquement correct, et moi, j'ai commencé à le contre-interroger. Il pouvait difficilement m'empêcher de le contre-interroger. Et dès que le président a vu que ça tournait à mon avantage, il a carrément stoppé les débats. Il a dit c'est fini, on en parle, c'est fini. Alors là, moi j'ai rouspété, puisque c'est même dans les notes d'audience prises par la greffière
où j'ai dit, mais je ne peux pas m'exprimer. Donc, le premier procès a été complètement escamoté. Encore une fois, je le raconte en détail là-dedans. Complètement escamoté. Je n'ai pas pu parler, je n'ai pas pu développer mes arguments. Absolument pas. Donc, le président s'appelait Casasus Buillet. Et j'ai été reconnu coupable d'apologie de crime de guerre. Mon avocat a été complètement outré. Bon, il a dit qu'il faut faire appel. Il faut faire appel. Et en plus, pendant cette audience, j'ai été condamné pour une cassette vidéo, mais elle n'a même pas été visionnée à l'audience. Lorsque mon avocat a dit, mais il faudrait peut-être visionner la cassette de mon client d'abord. Même pas du tout. Ils n'ont même pas voulu visionner la cassette. Alors, il y a eu un procès en appel. Alors, en appel, c'est apparu, les apparences étaient sauves. Les juges étaient beaucoup moins partiaux. Ils ont accepté qu'on visionne la cassette. Donc, les juges étaient beaucoup moins partiaux. Ils ont accepté que l'on visionne la cassette. Et, bon, ça a été un peu moins injuste. Mais, ils ont confirmé le jugement de première instance. Oui, j'avais fait une apologie de crime de guerre. Et ils ont doublé les peines. Il faut savoir qu'en première instance, j'avais été condamné à 6 mois de prison, dont 3 mois fermes, ou 9 mois de prison, dont 3 mois fermes. Et en deuxième instance, donc en appel, tout a été doublé. Je crois que j'avais 18 mois de prison, dont 6 mois fermes. Donc là, c'était vraiment la lourde condamnation pour apologie de crime de guerre. Et là, j'ai envie juste de te poser la question, tu as un historique derrière? Est-ce que tu as une famille particulière pour qu'il y ait un acharnement à ce point? Ou tu te considères comme une personne lambda, sans arriéré politique au niveau familial? J'ai aucun, je vais te dire, moi, ma famille était absolument, pendant la guerre, totalement neutre. Du côté de mon père, ils étaient en Algérie. Du côté de ma mère, ils se sont réfugiés en Vendée. Ils ont passé la guerre en Vendée sans aucun problème. Donc, je peux vous dire que... Tes origines, quoi comme origine, comme racine? En fait, j'en ai pas tellement, puisque du côté de mon père, son père était pied noir, d'une famille de pieds noirs algériens, donc en Algérie. Ma grand-mère, du côté paternel, était alsacienne. Du côté de ma mère, son père était suisse. Oui. On a toujours des cousins en Suisse, moi que je n'ai jamais vu, et sa mère était de l'Hérault. D'accord. Il vivait à Paris. Donc oui. Ok, oui, tu as des origines continentales européennes et aussi un peu maghrébines. Alors. Exactement, exactement. Et d'ailleurs, c'est amusant, je peux le dire, parce que du côté de ma mère, son nom de jeune fille, c'est Wolfander. Eh bien, Wolfander, c'était très généralement des noms que prenaient des juifs qui se convertissaient au protestantisme. Et du côté de ma mère, ils sont protestants. C'est un jour un de mes camarades qui faisait de la généalogie, qui m'a montré, qui m'a dit, regarde, Wolfander, voilà. Donc, il est très possible que du côté de ma mère, en fait, c'était, il y a plusieurs siècles, une famille de juifs qui s'est convertie, ils sont calvinistes, hein, qui s'est convertie au protestantisme et qui a pris ce nom de Wolfander. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais ça m'est totalement... Un ignoble raciste, c'est quand même assez... Hein c'est quand même assez comique. Hein. C'est quand même assez comique. D'ailleurs, encore une fois, là, je peux donner cette anecdote que j'ai déjà donnée. J'ai donné beaucoup de cours particuliers dans ma vie, puisque j'ai vécu de ça, pratiquement. Enfin, je veux dire, j'ai pas gagné ma vie avec le révisionnisme, et ayant été révoqué de l'éducation nationale, j'ai passé beaucoup de temps à donner des cours particuliers. Eh bien, l'élève qui m'a écrit le plus beau message, c'était une élève qui habitait Londres, une Française, hein, mais je veux dire, qui était installée à Londres avec ses parents, qui m'a écrit le plus beau message, c'était « Merci monsieur, vous m'avez fait aimer les maths ». C'était une fille qui n'était pas très bonne en maths, je l'ai aidée pour l'année de son bac, et elle a passé son bac avec brio en maths. Et donc, elle m'a écrit ça. « Merci, monsieur, vous m'avez fait aimer les maths. » Et bien, cette élève, c'est une juive. Voilà. Et je le savais, hein, vu leur nom, je ne dirai pas leur nom, parce que je ne veux pas les mettre dans une mauvaise... Mais, je veux dire, vu leur nom, c'était difficile de croire que ce n'étaient pas des juifs. Voilà. Les gens font tout un cinéma, quand même. C'est quand même hallucinant, parce que quand je t'entends parler, tu as l'air d'être le pestiféré... Moi, je parle avec toi comme une personne normale, quoi. Je vois pas de différence. Je veux dire, les gens qui me connaissent sans me connaître, c'est-à-dire que, par exemple, notamment tous mes élèves, même beaucoup, les parents. Il faut savoir qu'à Londres, c'était pareil. Je donnais des cours à 2 garçons d'une famille juive.
Les gens m'aimaient énormément. Même d'ailleurs, le deuxième me disait, oh, je pourrais travailler sans vous, mais j'aime bien travailler avec vous parce qu'on s'amusait tous les deux, c'était très drôle. Et à chaque Noël, c'était des juifs, hein, mais à chaque Noël, ils savaient que j'étais chrétien, ils me donnaient un cadeau, ils me donnaient 100 pounds, enfin 100, donc l'équivalent de 100 euros en France, avec une très belle carte. Ils m'aimaient énormément. Bon, je pense que quand j'ai été arrêté, parce que mon nom était partout, ça a dû les choquer un peu. Mais si vous voulez, voilà. Est-ce que tu as jamais eu une aspérité chez toi, des aspects de colère qui fait que ils ont pensé qu'ils avaient pris sur quelque chose? Est-ce que tu vois chez toi des propos déplacés, une colère, un comportement contre toi qui aurait provoqué une colère qui fait que ça justifierait éventuellement qu'ils essayent de t'attraper par là? Je ne sais pas, Oh moi. non, non, bah, Autant écoutez, t'en gagnes, quoi, c'est hallucinant. je crois que À un tous moment ceux qui me donné, connaissent et qui ont suivi mon travail savent à quel point je suis totalement pacifique. l'hystérie a quand même des limites. À un moment donné, il faut que les gens ils se calment, quoi. Je veux dire, c'est le problème. Donc, euh, donc voilà, enfin, donc pour revenir à Oradour, j'ai été condamné donc très lourdement pour apologie crime de guerre. D'ailleurs, il faut savoir que, je crois que c'était lors du procès en première instance, à la sortie, il y avait des gens qui m'attendaient avec des matraques, hein, prêts à me sauter dessus. Ils avaient distribué un tract avant que je reproduis dans le livre. Ils étaient venus pour me frapper. Alors, fort heureusement, des gens de Limoges qui appartenaient à l'époque au Front National m'avaient dit, vous savez, on connaît Limoges, on connaît les antifascistes, vous risquez beaucoup, on va vous protéger. Donc j'avais un groupe de personnes qui me protégeaient, et notamment ils avaient posté une voiture au bout de la rue, et quand les gens sont arrivés avec leur matraque, on a couru jusqu'à la voiture, c'était digne d'un film, et on s'est enfourné dans la voiture, enfin on s'est engouffré dans la voiture, et on est parti. Mais j'aurais été violemment frappé, et la police ne faisait rien. Parce que ils les voyaient, hein. Ils étaient là, ils avaient distribué leur tract. D'ailleurs, leur tract, c'était ils ne peuvent plus répondre, frappons pour eux. Ils étaient venus Alors, vraiment pour me frapper. mais avec l'époque de la dédiabolisation, cet appui n'existe plus, du coup. Ah non, bien sûr, plus maintenant, bien sûr. C'était encore l'époque, oui, c'était 80, oui, c'était 2000, 2001, donc c'était encore l'époque de Jean-Marie Le Pen où il y avait. Mais bon. Donc, j'ai été condamné Oui, oui, vas-y, à vas-y. 6 mois ferme. Alors, il y avait des amendes, des dommages et intérêts, mais ça, bon, j'ai jamais eu d'argent, donc je ne paye pas. Et là, mon avocat a dit, bah, il faut faire cassation. Alors là, c'est quelque chose que je tiens à souligner. C'est qu'on dit en France, vous pouvez toujours avoir justice parce que vous pouvez toujours faire cassation. Il faut savoir qu'un avocat de cassation, c'est 10 000 euros. Parce qu'il faut un avocat spécial. Vous ne pouvez pas y aller tout seul. C'est-à-dire que moi, si je n'avais pas eu d'aide, ben, je n'aurais pas pu aller en cassation. Et j'aurais été catalogué comme le négationniste qui se rend coupable d'apologie de crimes de guerre. C'est-à-dire que là, si j'avais pas pu aller en cassation, on me sortirait en permanence, vous êtes vraiment un infâme personnage parce que vous faites l'apologie de crimes de guerre et la justice vous a reconnu coupable de ça. Or, j'ai pu aller en cassation grâce à des gens qui m'ont aidé financièrement, qui m'ont dit on va vous donner de l'argent, vous allez pouvoir payer un avocat. Et c'était en 2005, je crois, c'était en 2005, la Cour de cassation a rendu un arrêt en 3 lignes. 3 lignes. Ils ont dit, mais la cour d'appel a mal interprété le vidéogramme, ils appelaient ça la casse vidéo, le vidéogramme, qui ne s'interprète pas comme une apologie de crime de guerre, mais comme une contestation d'un crime de guerre qui n'est pas susceptible de qualification pénale. Voilà, 3 lignes, 3 lignes. Or, il faut savoir que mon affaire avait commencé en 2000 et j'avais été obligé de combattre jusqu'en 2004, hein, parce que c'était, oui. Alors, du coup, pour que les gens comprennent bien, combien ça t'a coûté en tout et combien tu as récupéré de toute cette Et imposture, voilà, quoi. les gens croient que quand vous gagnez, eh ben vous avez tout gagné, voire vous n'avez rien perdu. Mais c'est faux. Et ça, encore une fois, je l'explique dans le livre. C'est faux. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, j'habitais à Bruxelles. La juge d'instruction, Madame Fourel, me convoquait à Limoges. J'étais obligé de répondre à toutes ces convocations. Donc je partais de Bruxelles parce que moi je travaillais, puis j'avais une famille. J'avais déjà une assez grande famille. Il fallait que je m'en occupe avec mon épouse. Je partais à 10 h du soir de Bruxelles. J'étais convoqué souvent
en début d'après-midi à Limoges. Donc, je partais à 10 h du soir de Bruxelles. Je conduisais avec ma voiture personnelle, vieille BX. Je dormais dans ma voiture. Bon, c'était un break, j'avais un matelas, attention, mais je dormais dans ma voiture de genre 2 h à 5 h, 6 h. Je me relevais à 6 h pour être sûr d'arriver à Limoges. Là, j'ai été convoqué des fois à 2 h seulement, ou 2 h 30. Au bout de 2 h 30, elle disait bon, bah c'est bon, vous pouvez y aller, je vous reconvoquerai une prochaine fois. Donc je faisais Bruxelles-Limoges pour 2 h 30 d'un interrogatoire. Je repartais. Il faut savoir que pendant l'enquête, c'était le 16 mai 2001, je m'en souviendrai toute ma vie. J'étais absent, je donnais des cours particuliers en France. Ma femme m'appelle, Vincent, la police vient de partir, ils ont tout embarqué dans ton bureau. Parce que les autorités françaises, Madame Fourel, avaient ordonné une perquisition dans mes locaux. La police française n'a pas pu agir, mais elle a fait agir la police belge. Ils sont arrivés, ils ont saisi toutes mes archives, c'était à peu près 60 cartons de livres, des papiers, ils ont saisi mes papiers personnels d'enquête sur Oradour, sans compter mon ordinateur, etc. Ça a été... Alors, j'ai pu récupérer une petite valisette avec tous mes papiers de travail, tous mes certificats de paye, j'en avais pas eu beaucoup dans ma vie, mais enfin, j'en ai vu quelques-uns. Ça, j'ai pu la récupérer. Tout le reste est parti à Limoges. Donc, tout était à Limoges. Eh bien, quand j'ai eu gagné en appel... Ah oui, puis en plus, ils avaient saisi, parce que à l'époque, j'avais vendu des livres. Et j'avais environ, en gros, j'avais 6 000 € de chèques. Pour moi, c'était une somme énorme, énorme. Ils les ont saisis. Eh bien, c'est resté sous des scellés. Et quand j'ai gagné, alors, les chèques, d'ailleurs, j'ai vu ce qu'ils en ont fait à un moment. Ils les ont percés avec une perceuse comme ça, un gros trou dedans. Ils les ont entourés, ils ont mis un scellé, ils ont mis dans un sac plastique. Donc les chèques, c'était naze. Pardonnez-moi ma vulgarité, mais c'était complètement naze. Bon. Et quand j'ai eu gagné en cassation, j'ai demandé, j'ai dit, écoutez, il faut peut-être me rendre mes affaires maintenant. Vous m'avez pris mes archives, 60 cartons de livres, mon ordinateur, peut-être me les rendre maintenant. Ah, on m'a dit, vous pouvez, mais c'est à vous de le faire. Vous devez engager un huissier, vous devrez louer un camion, parce qu'il y avait 60 cartons, c'était énorme. Vous devez louer un camion à vos frais, et vous devez faire ces démarches d'huissier. L'huissier, ça coûte beaucoup. Hein. Vous devez venir jusqu'à Limoges, tout prendre et repartir. Oui, dans ce cas-là, on vous rendra vos affaires. Et moi, je n'avais pas l'argent pour faire ça. J'avais beaucoup d'enfants, je vivais de cours particuliers, mon épouse ne travaillait pas, c'est une femme très courageuse, mais qui élevait sa famille avec moi, mais on n'avait pas d'argent. Donc, ces affaires, elles dorment encore, à l'heure actuelle, où elles sont censées dormir encore, au tribunal de Limoges. J'ai rien récupéré. Rien. Parce qu'on arrive, on vous prend vos affaires, et quand vous êtes reconnu innocent, on vous dit « Ah c'est à vous maintenant de le faire. Nous. » Donc on vous prend vos affaires et c'est non, après c'est fini. Tu estimes que tu as perdu combien en fait? Alors, j'ai perdu tous mes chèques, et en essence, je ne parle même pas de la fatigue, en ordinateur, en matériel, parce qu'ils ont saisi aussi du matériel vidéo, je crois, à l'époque. Bon, j'ai perdu environ plus de 10 000 €. Voilà, c'est-à-dire que cette affaire, elle m'a coûté, et je n'ai pas payé mes frais d'avocat, parce que mon avocat était un ami idéologique, et l'avocat de cassation, on me l'a payé. Mais sinon, ça m'aurait coûté largement 35 000 – 40 000 €. J'aurais jamais pu me défendre. Donc je me suis défendu grâce à Maître Delcroix, grâce à Maître Le Griel, qui ont agi pour moi. Mais il faut savoir donc que j'ai perdu toutes mes affaires. Aujourd'hui, mes archives, je ne les ai plus. Mon ordinateur, c'était le 5 ou le 6e qui me saisissait, j'ai jamais revu. Et donc, même quand vous êtes déclaré innocent, les gens se disent « Oh, vous avez gagné !» Non, non, non. On a perdu beaucoup d'argent, on a perdu de l'énergie, on a vécu du stress. Et ce qui me fait halluciner, si tu me permets, parce que je suis en train d'y réfléchir, si aujourd'hui on disait par exemple, oui, en fait la responsabilité c'est les résistants, si on trouvait ce genre de choses, qu'est-ce que ça changerait? C'est ça qui me fait halluciner. Ah oui, mais moi je vais pas... cirque
tout ce cirque pour ça, c'est de croire que cette narration a autant d'impact et autant d'importance pour Ah eux. ben pour eux, oui. Pour eux, oui, je pense. Mais je peux vous dire que l'enquête, ils l'ont menée comme une enquête de terrorisme. Mon ami de Limoges avait envoyé des lettres avec un bon de commande pour ma cassette. Ils ont décollé les timbres et ils ont fait une analyse derrière les timbres pour retrouver l'ADN de celui qui avait collé les timbres. Ils ont vu que c'était pas mon ADN, parce que moi, comme j'ai été convoqué à la police, on m'a pris plusieurs fois mon ADN, ils l'ont, hein. Ils ont mes empreintes digitales, mon ADN et même mes empreintes oculaires. Donc, moi, elles sont pour me cacher, maintenant, c'est pas possible. Mais c'est comme ça qu'ils ont pu, en voyant qu'un gars de Limoges m'avait écrit du courrier dans mes archives, ils ont été le voir, ils ont prélevé son ADN, ils ont trouvé que c'était l'ADN des timbres. Et c'est comme ça qu'ils l'ont coincé et que le gars a été mis en procès avec moi. J'en parle pas parce que il a eu une petite peine, c'était pas lui qui visait vraiment, il n'a pas fait appel, bon ça. Mais ils ont donc été jusqu'à décoller des timbres, faire des analyses d'ADN comme si c'était un meurtre. Et justement, ça retombe sur leur accusation calomnieuse à un moment donné. Ils n'ont pas le même zèle pour les pédocriminels, c'est certain. Alors attends, là, j'ai pas entendu, ça a coupé. J'ai dit, ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure sur l'accusation fallacieuse. Ah oui. Qu'ils n'ont pas le même zèle sur les pédocriminels, effectivement. Hein. Ça va, on voit l'inclinaison, quoi. Hein, oui. C'est quand même on peut des fois se demander. Hein. Mais je peux vous dire, et d'ailleurs, ça démontre à quel point pour eux, tous ces narratifs sont capitaux. Nous, on peut dire, et alors? Parce que c'est vrai que dans ma famille, même, tout le monde est très très contre moi dans ma famille. Mais quand même, ils disent, mais c'est incroyable. Incroyable, qu'est-ce qu'on fait à Vincent? Et alors, vu le degré de nullité collective et de conneries collectives, il faut le dire comme ça, et de mauvaise foi, pour qui tu fais ça? Ben, je dirais qu'au départ, quand j'étais jeune, j'y ai cru. J'ai cru que ça allait changer les choses. Et puis après, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus rien à sauver, que les gens ne voulaient pas. Alors, maintenant, je le fais pour deux choses. Pour l'avenir, au cas où. Parce que je me dis la chose suivante. Je me dis que le jour où les gens en auront marre de ce système, ils vont balancer ce système et donc balancer toutes les croyances qu'on leur a imposées. C'est un peu, vous savez, comme quand à la Révolution, beaucoup ont dit, allez hop, on décapite les, je dis pas les rois, mais on décapite les statues de saints, on veut plus toutes ces histoires d'église, etc. On en a ras-le-bol. Quand on renverse un système, on se débarrasse de toutes ces croyances. Et je pense que ce jour-là, les gens diront, eh bien, au Radour, on en a marre. On nous faisait croire ça, ça doit être faux. Et à ce moment-là, des gens diront, oui, il y avait un gars, à l'époque, il a vraiment morflé, il a écrit des livres comme quoi c'était peut-être pas ça. Et donc ces gens-là, ce jour-là, diront, ah ben voilà, oui, voilà, regardez, il l'avait écrit. Ben, ils s'en moqueront de ce que j'ai dit. Mais comme ils voudront, parce qu'ils voudront renverser le système, ils renverseront toutes ces croyances, ils diront, voilà, vous voyez, là, il y a une preuve que c'était pas ça. Bon, je pense que ça se passera comme ça. Donc, au cas où dans le futur, ça se passerait comme ça, je suis heureux d'avoir légué ça à la postérité. De toute façon, ça ne me fait pas gagner beaucoup, hein, même pratiquement rien. Ça me fait plutôt, je crois que ça va encore m'attirer des ennuis. Mais, ça, c'est la première chose pour laquelle je fais. Et la deuxième chose, ben, c'est pour moi-même. Alors, on va dire pourquoi pour toi? Eh bien, parce que, encore une fois, par mon aventure révisionniste, j'ai beaucoup souffert, j'ai beaucoup vu de choses, mais ça m'a permis justement de m'améliorer. Ça m'a permis d'être plus patient, plus tolérant, de mieux comprendre les gens, de mieux comprendre leurs faiblesses. Parce que j'ai vu des gens, vous savez, qui au départ me disaient « on va vous soutenir, oui », et puis qui à la fin se décomposent. Et ils disent « non. » Bon, bah ces gens-là, au début, j'étais très hargneux contre eux, des bandes de lâches, etc. Maintenant, je dis « bon, bah non. Mon pauvre, vous avez fait ce que vous avez pu, et puis quand vraiment il y a eu le danger, bah vous n'avez pas tenu. » Et j'ai beaucoup aimé une phrase de Napoléon. Vous savez, Napoléon, quand il est revenu et qu'il y a eu les 100 jours, il a repris des généraux qui, après sa première défaite, après son exil à l'île d'Elbe, avaient servi les autres. Et quand il a repris ces généraux-là, des gens lui ont dit « mais, Votre Altesse, ils vous ont trahi ». Et Napoléon a répondu
enfin, on dit qu'il a répondu, mais je pense que c'est vrai. Non, ils ne m'ont pas trahi. Ils m'ont abandonné. Il y a beaucoup moins de traîtres que vous le pensez, et beaucoup plus de gens faibles. De gens qui à un moment, craquent parce que les circonstances sont 100 fois plus fortes qu'eux. Et ça, j'ai beaucoup aimé cette phrase de Napoléon. Je ne suis pas un fan de Napoléon, mais j'ai beaucoup aimé ça. Et dans ma vie, j'ai vu des gens comme ça, voilà, qui me disaient, oui, oui, on va vous soutenir. Et puis, dès que la police est arrivée, ces gens se liquéfiaient et partaient. Ils ne m'ont pas trahi. Ils ne m'ont pas trahi. Les circonstances ont été plus fortes qu'eux. Et je peux vous raconter quelque chose, parce qu'il n'y a pas de secret. Quand j'ai eu une concubine, au départ, elle était très fière d'être avec moi. C'était une soralienne qui m'avait connu par l'intermédiaire de tout ça, bon. Et elle était très fière d'être avec moi. Oh, elle disait, je suis la concubine de Vincent Renoir. Mais elle voyait le révisionnisme un peu de façon, je dirais, elle idéalisait. Elle voyait le bon côté, les recherches, les vidéos, mais elle ne voyait pas la police qui vient, l'angoisse, les gardes à vue, tout ça. Et au bout d'un moment, elle a craqué. Elle a craqué. Je me rappelle un jour, on a reçu une lettre anonyme dans notre boîte à lettres avec marqué « Je travaille pour une institution qui s'apprête à nous frapper très fort ». C'était un gars qui visiblement travaillait au tribunal qui allait me condamner à 2 ans de prison à Coutances. Bon, ça c'est une autre histoire, peu importe. Mais, et je me rappelle ce jour-là, elle a vraiment craqué. Elle pleurait, elle n'en pouvait plus. Elle n'en pouvait plus de cette vie où j'étais toujours en train de dire « Attends, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je réagisse à ça. » J'étais toujours à mon bureau, toujours à faire ci, à faire ça. Et puis, la police vient, la police saisit, elle vous a aussi saisi des choses à Saint-Lô, la police l'interroge, bon, au bout d'un moment, elle n'en pouvait plus. Voilà, et j'ai compris, la pauvre, elle ne m'a pas trahi. Non, les circonstances ont été plus fortes qu'elle, et voilà, et elle a dit, non, je peux plus, je peux pas, je te suis pas en Angleterre, je reste, puis c'est fini, j'abandonne toutes ces affaires-là. Voyez-vous, le révisionnisme m'a fait vivre beaucoup d'épreuves. Ça t'a grandi et ça t'a permis ça m'a grandi, voilà. saisir le système. Ça ne m'a pas rendu aigri, pas du tout haineux, pas du tout. Je sais, quand j'ai fait ma première année de prison à Valenciennes, je connais le nom de celui qui a porté plainte contre moi et je connaissais son adresse. J'ai jamais voulu me venger. Jamais. J'aurais pu demander à des gens, allez-y, on ne saura jamais que c'est moi qui vous ai demandé. Je ne l'ai jamais fait ça et je n'aurais jamais voulu le faire. Je veux dire, donc, le révisionnisme m'a permis de grandir. Donc, pour moi, peut-être que je sers l'avenir en léguant à l'humanité des textes, des vidéos, etc. Peut-être pas, je ne sais pas, ça c'est Dieu qui décidera. Il y a un troisième aspect que tu oublies aussi, c'est que tu as tous les gens qui s'intéressent à la vérité et que ça aide à comprendre. Oui, ça c'est un troisième aspect, tu as tout à fait raison de le souligner. J'ai ouvert les yeux à beaucoup de gens, alors j'aime pas dire ça parce que ça fait un peu prétentieux, c'est moi que voilà, non. Par mon action, il y a des gens qui m'ont dit, oui, on a ouvert les yeux grâce à vous, et puis vous nous avez inspiré, vous prenez les choses positivement. Quand on a des petits ennuis, on se dit, oh, on en connaît qui en ont des pires et qui réagissent positivement. Donc, voilà pourquoi je le fais. Je n'ai plus aucun but politique, parce que pour moi, c'est fini. Comme m'a dit une petite bergère pendant que j'étais en prison, ce qu'on veut sauver est déjà mort. Enfin, pour moi, ce que je voudrais sauver, c'est déjà mort. Il y a une autre société qui s'ouvre, qui, à mon avis, n'est pas vraiment une bonne société. Mais peu importe, c'est pas à moi de la juger. Je pense qu'on va vers une dictature de la pensée, une dictature sanitaire, une dictature du tous contre tous. Mais bon, je pense pas que pour l'instant, enfin moi, c'est pas moi qui vais l'en empêcher. Mais je continue parce que, ça me fait vivre des choses qui m'ouvrent, qui me changent, qui m'améliorent, qui me bonifient. Ok. Voilà. Donc c'est mon affaire d'Oradour, c'est comme ça que j'ai vécu Oradour. Et je le répète, aujourd'hui vous avez une loi, donc faites très attention. Et puis il faut savoir qu'il y a quelque chose de très grave qui s'est passé le 6 mars, il y a 2 jours. Il y a une nouvelle loi qui a été votée par l'Assemblée, qui va être promulguée, faut pas, qui réprime les propos révisionnistes privés. Parce que jusqu'à présent, il fallait s'exprimer publiquement. Ils l'ont bien dit, il y a un amendement qui dit que si vous, par exemple, entre collègues à l'entreprise, vous soutenez les thèses révisionnistes et que vous êtes, qu'il y a une délation, que vous êtes dénoncé. 1984 en plein. On y est.
Ah, moi, j'y croyais pas. Alors, vous n'aurez pas de prison, mais vous aurez quand même 3 750 € d'amende. Hein. Thierry Breton n'est pas revenu les mains vides des États-Unis. C'est-à-dire, à un moment donné, il avait magouillé, il s'est barré aux États-Unis pour qu'on l'oublie, mais il est revenu avec certaines directives, visiblement. Et là, voilà. Donc, c'est arrivé le 6 mars, extrêmement grave, hein, extrêmement grave. Les propos... C'est rétroactif parce que j'ai quand même des milliers de vidéos. Moi, il va falloir que je m'inquiète. Ah ben, il va y avoir... Ben, de toute façon, ils l'ont dit, hein, il faut mettre un arrêt à tous les discours de haine. C'est facile de dire que c'est de la haine, hein, je veux dire... Moi, j'ai jamais eu l'impression d'avoir semé des discours de haine. Mais enfin, on va tous... La haine, c'est eux. Ben, voilà. D'ailleurs, j'avais bien aimé... Enfin, c'était pas vraiment ça, mais c'était quelqu'un, c'était un Anglais qui avait dit une phrase, on pourrait le... il dit « Trust sounds like hate for those who hate the trust ». Ça veut dire « La vérité apparaît être de la haine pour ceux qui haïssent la vérité ». J'ai trouvé cette phrase très très juste. Quand ils nous disent « Vous avez des discours de haine », non, on a des discours de vérité. Mais vous n'aimez pas la vérité. Là, ça, vous la détestez. Et vous la haïssez, donc vous nous accusez d'avoir la haine. Mais moi, ce que j'ai vu arriver près de moi à vouloir me frapper, c'était des gens d'en face. Hein. Et je voulais savoir, est-ce que tu penses que la communauté juive, dans la haine qui t'a persécuté, a joué un rôle dans la volonté de pousser les gens à avoir ce comportement envers toi? Est-ce que derrière, ils ont tiré des ressorts, des fils pour te persécuter? Est-ce que ce sont eux, derrière, qui ont le plus joué de leur influence pour te condamner? Oh ben, il est évident que j'ai toujours eu la LICRA, la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme, derrière moi, qui d'ailleurs s'appelait la LICA, hein, c'est la Ligue internationale contre l'antisémitisme. Parce que pour Oradour, c'est pas très logique. Il n'y a pas de juifs. Ah mais oui, mais justement, mais ils disent attention, Oradour, Auschwitz, ce même combat. Ils veulent nier ça pour après. Ils l'ont dit carrément, hein, je veux dire. Donc j'ai toujours eu la LICRA en face de moi. Je sais que j'ai l'OJE, l'Organisation juive européenne, qui agit contre moi. Bon, il est évident, mais ça, c'est de bonne guerre. Quand ça concerne la communauté juive, en fait, c'est des questions d'intérêt financier. En fait, eux, ils ont peur. En fait, s'il n'y avait pas d'intérêt financier en jeu qui serait remis en cause par ça, tu ne serais pas embêté, certainement. Faut pas être je ne sais pas, moi, ce qui les motive. J'avoue que là, ça peut être très complexe. J'ai lu, j'ai entendu, ça peut être très complexe. Des fois, il y a quand même des juifs qui disent « Oui, mais vous savez, si vous commencez à dire qu'on a menti, vous allez susciter l'antisémitisme, les gens vont se venger, patati patata. » Il y a même, non, je pense qu'il y a de tout. Il y a des gens qui doivent peut-être voir les intérêts financiers, ça je pense que c'est vrai, mais il y a des gens qui voient les intérêts géopolitiques en disant « Bah oui, mais Israël, c'est né en 48 parce qu'il y avait la Shoah avant. Si la Shoah tombe, comment va-t-on justifier l'existence d'Israël ?» Donc, vous voyez, je pense qu'il y a, enfin, tu vois, je pense qu'il y a énormément de raisons pour lesquelles des gens peuvent lutter contre le révisionnisme. Et puis, il y a ceux qui sont honnêtes, qui croient vraiment que l'on ment. Hein, je veux dire, je ne dénie pas à certains de mes adversaires, ou à beaucoup de mes adversaires, l'honnêteté. Hein, ou même des gens qui disent, bon, peut-être que ça n'a les chambres à gaz, peut-être que, mais enfin, on nous a massacrés, on nous a déportés, c'est suffisant. Et donc il y a des gens qui disent oui, peut-être qu'ils ont raison sur certains points, mais enfin, quand même, et ce qui n'est pas... Parce que toi, en plus, le truc, c'est que tu as croisé plusieurs choses. Il n'y a pas que l'affaire d'Oradour, c'est que tu as remis pas mal de choses en cause, en fait. Exactement. Donc moi, j'avoue que souvent, je concentre leur haine, hein, mais je peux le comprendre, hein, je peux le comprendre. Je veux dire... ils ne me connaissent pas. On haït toujours celui qu'on ne connaît pas. Quand on apprend à le connaître, on le haït beaucoup moins, voire on comprend qu'il n'y a pas à avoir de haine. Mais pour eux, je suis symboliquement au carrefour de tout ce qu'ils détestent. Hein. Mais tu as besoin d'être proche de la France pour ton travail? Proche de la France? Ben, pour l'instant, on m'y a ramené de force. Non, mais au niveau de travail d'archives que tu fais, est-ce que tu as besoin de la proximité de la France? C'est ça que je veux dire. Oui, c'est quand même souvent important. Parce que moi, je me dis, mais il pourrait très bien aller vivre en Asie du Sud-Est, là, et personne ne l'embêterait. Il pourrait faire son travail de là-bas. Encore faudrait... Oui, oui, c'est... Le problème, c'est que pour l'instant, je suis parti en Angleterre, ils m'ont arrêté.
Maintenant, je suis en France. De toute façon, j'ai pas de papier de voyage, comme on dit. Hein. J'ai ni passeport ni rien. Pourtant, tu es un citoyen français, donc tu devrais bien. Ça Oui, coûte mais 80. ma carte d'identité, je l'ai donnée au juge. Mon passeport, il n'est plus valide et il faut que je le donne au juge. On s'arrange pour que je ne puisse plus quitter le pays maintenant. De toute façon, j'ai pas envie de le quitter pour l'instant. J'ai envie d'avoir mon procès jusqu'au bout. Ah oui, d'accord. Ok. Bon, il y a des raisons pour lesquelles je voudrais avoir mon procès, mais c'est encore trop tôt pour les dire. Mais voilà. Mais il est Et évident que, bon, voilà. en tout, tu as fait combien de temps de prison? Alors, j'ai fait jusqu'à présent, j'ai fait 24 mois de prison, 2 ans. D'accord. Ça commence à faire. Hein. Quand Oui. on sort de la prison, on dit, oh, il a, par exemple, je prends des fois un exemple de quelqu'un qui a tué. Oh, il a que 8 ans de prison, c'est rien. Bon, je défends pas les assassins, hein, pas du tout. Mais vous savez, quand vous êtes en prison, ben déjà, 6 mois, c'est long. Hmm. Moi, j'ai fait 2 ans. Bon, alors j'ai une chance extraordinaire, c'est que j'aime la lecture, j'aime le dessin, j'aime le calme. Donc, en prison, ça va. Tu t'en sors. Je ne fume pas, je ne bois pas d'alcool, j'en bois jamais. Ma nourriture, quand j'étais étudiant, je mangeais que des Weetabix matin, midi et soir. Euh, Là, maintenant, je mange que des légumes, donc ça va. Si vous voulez, donc j'ai pas de dépendance. Je suis pas un accro du sexe ni de la drogue. Je me drogue même pas d'ailleurs. Donc, pour moi, la prison, ça va. Mais je peux vous dire que 24 mois de prison, ça compte quand même dans la vie d'un homme. C'est pas rien. C'est pas rien. Hein. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que beaucoup de gens disent oh, il n'a que 3 ou 4 ans de prison. Mais si on dit aux gens, vous accepteriez de passer 6 mois en prison, oula, beaucoup de gens se liquéfient à ce moment-là. Et là où ça s'est le plus mal passé en prison pour toi, où ça a été le plus compliqué, c'était où? Bah, je dirais que Fleury-Mérogis, c'était très dur. Ouais. C'était très dur parce que c'était une prison. Moi, j'étais dans le bâtiment D5. Alors, je me rappelle plus de l'étage maintenant. Mais c'était dur quand même parce que c'était très strict. Vous savez, par exemple, à midi, il fallait être les pieds de. Ils ouvraient la porte de la cellule, vous deviez être prêt avec votre plateau tendu, mais il fallait pas que vos pieds dépassent de la porte. Hein. Il fallait pas dire un mot, ils vous mettaient votre nourriture, ils refermaient la porte sans rien vous dire. C'était assez. Il n'y avait pas vraiment de chaleur humaine. Hein. Et ça... La vétusté des prisons en France, c'est un fait avéré? Comment? La vétusté ou l'aspect assez obscène des prisons en France, Ah c'est un ouais, fait c'est avéré? pas propre. Valenciennes, ouais, mais pas en Valenciennes, ma fenêtre ne fermait plus. Elle fermait pas. Même en plein hiver, j'arrivais pas à la fermer. Elle était tellement vieille. Les douches, il y avait des fois pas de pression du tout. Oui, là, je pense que moi, ce que j'en ai vu en France, et puis en Belgique, j'étais à la prison de Forêt, une vieille prison. C'était encore des petites fenêtres en haut. Enfin, c'était, oh là là, mon Dieu, que c'était vraiment lugubre. Même s'ils avaient essayé de peindre en beige, c'était lugubre. Oh là là, des vieux lits, mon Dieu. Euh, ouais. Alors que quand j'ai pu comparer avec l'Écosse, et moi j'étais dans pas une bonne prison en Écosse, pas réputée bonne, mais alors c'était vraiment bien. Hein. Là, c'était Personne t'a jamais cherché des noises en prison? jamais. Moi, tout le monde a été très gentil. D'abord, je suis très gentil avec tout le monde. Tout le monde, à Valenciennes, tout le monde m'aimait énormément. En Écosse, tout le monde m'aimait énormément. D'ailleurs, à Valenciennes comme en Écosse, des prisonniers m'ont dit oh, quand tu vas partir, ça fera un vide dans la prison. Ouais, Je veux d'accord. dire, parce que j'étais toujours souriant, toujours gentil, prêt à aider. Quand des gens avaient besoin de tabac, je leur en achetais si je pouvais. J'avais de l'argent parce que moi, je cantine pas beaucoup en prison. J'ai pas besoin de grand-chose. Donc, Ça contraste certainement avec leur réalité de ah, tout voyous. à fait. Puis alors, je peux vous dire, je peux vous parler que pour la France, l'Écosse et la Belgique, toutes ces légendes de viol dans les douches, alors Ça vient du folklore américain. ça vient du folklore américain. Hein. N'ayez pas peur de ça, parce que je vais vous dire, les gens d'ailleurs dans les prisons, ils détestent tellement les pointards, ce qu'on appelle, donc les délinquants sexuels, que si un mec tentait de toucher un autre dans les douches, Mais, il devrait prier pour que les gardiens arrivent pour pas qu'ils se fassent lyncher. Hein.
l'administration pénitentiaire, elle a une règle numéro un, que tout se passe bien. Parce que s'ils ont un mort, s'ils ont des trucs comme ça, c'est très mauvais pour eux. Donc, d'ailleurs, je voyais en Écosse, des fois, il y en avait qui se bagarraient pour des problèmes de drogue, pas payés ou que sais-je. Tout de suite, tout le monde devait rentrer dans la cellule et les deux gars qui s'étaient frités, ils étaient mis chacun déplacés dans d'autres halls pour ne plus se voir. Et je veux dire, ils avaient une trouille énorme. Et par exemple, un soir, hélas, je le connaissais ce gars, il est mort d'une overdose. Ben, je peux vous dire que tout de suite, ils ont vérifié dans toutes les cellules si les gens étaient morts. Parce que pour eux, c'était vraiment catastrophique. Il y a eu un mort par overdose. Je peux faire quand même un bémol, c'est que c'est quand même les directeurs de prison ne sont pas choisis par hasard. Parce que si tu regardes un peu des types comme Epstein, c'est très facile de les tuer en prison. Ça veut dire qu'en réalité, le monde carcéral est quand même très corrompu au point de vue de la tête, puisque si tu as quelqu'un que tu veux faire éliminer parce qu'il est gênant et qu'il est en prison, il n'y a aucun problème pour les gens de le faire, quoi. Ah oui, bah, je veux dire, pour moi, c'était très simple. Hein. S'ils avaient voulu me tuer, par exemple, déjà, j'étais le seul qui avait un menu vegan, enfin végétalien. C'était pas difficile. J'avais mes petits repas, on savait que c'était les miens. Il suffisait de mettre du cyanure. Je mourais, et comme le cyanure après se décompose et à l'autopsie on voit rien, on aurait dit bah, il est mort. Quand tu regardes le scandale Epstein, bon, Epstein, ils l'ont liquidé en prison avec tout un tas de trucs de sécurité qui ont sauté, ça, comme sécurité. Voilà. Mais tu prends le type qui est lié au scandale Epstein en France, c'est pareil, le Brunet, là, ils l'ont aussi liquidé en prison. Où il y a un type qui est un peu plus, qui est moins pourri que ces deux-là, là, mais qui était McAfee, c'était le type là, des antivirus, et qui a sorti le scandale Epstein parce qu'il travaillait pour QAnon, et ils l'ont liquidé aussi dans une prison à Barcelone. Voilà. C'est pour juste montrer que le milieu carcéral, tu en fais un récit où il y a quand même une rigueur, une organisation. Je nuance ça juste pour pas qu'on croie que le milieu carcéral, c'est quand même carré, quoi. Ah oui, non, bah, bon, moi encore une fois, je pense qu'ils s'en foutent de moi, parce que bon, j'ai pas d'audience, j'ai rien. Mais tu es le candidat parfait pour un directeur de prison, quoi. Comment? Tu es le candidat parfait pour un directeur de prison. Ah bah oui, ça je peux vous dire que en Écosse, par exemple, tous les 7 mois, je ne sais pas si je l'ai déjà raconté, mais tous les 7 mois, les gens étaient... On ne veut pas qu'ils restent trop longtemps dans une aile, parce qu'après, ils connaissent toutes les ficelles. Donc la plupart des gens, bah même tous les gens, au bout de 7 mois maximum, ils étaient mis ailleurs. Parce que, bon, je disais, oh là là, bon. Et ben moi, je suis resté 15 mois à la même place. Hein. Je pense que quand des gens viennent se dire, bon, bah Vincent, faut peut-être le déplacer, je crois que l'équipe de gardiens dit, oh non, 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 pas lui. Hein. Ça veut dire que si tu es resté 15 mois en Écosse, tu as fait la majorité de ta peine en Écosse, en fait. J'ai fait les 9 mois pour lesquels la France me cherchait, je les ai fait en Écosse, et j'ai fait 6 mois de plus. Donc j'ai un crédit de 6 mois maintenant. D'accord. Okay. Voilà. J'ai un crédit de 6 mois que la France va prendre en compte. Hein. Ils l'ont dit, hein. Ils l'ont écrit, ils ne vont pas se dédire maintenant. J'ai un crédit de 6 mois. Voilà. Mais quand tu dis que tu as un crédit de 6 mois, tu n'as pas fait 6 mois de plus que ce que tu aurais dû. Si, j'ai fait 6 mois de plus, donc sur ma prochaine peine, on va me retirer 6 mois. D'accord, ok. Mais comment c'est possible que tu en sois arrivé à faire 6 mois de plus? Parce que mon extradition a pris très longtemps et la justice écossaise ne voulait pas me relâcher en disant il va redisparaître dans la nature, donc on ne veut pas. Donc on le garde. Mais après, ils ont dit bon, ben, ce sera du crédit. Ils savaient que j'allais être condamné après. Hein. Ouais. Donc ils ont dit ce sera du crédit pour vous. Et là, tu t'attends à combien pour la suite? Oh ben, j'aurai 1 an là, j'aurai 12 mois, hein, c'est évident. 12 mois. Okay. Parce que maintenant, ils mettent toujours 12 mois. Hein. Ça fait depuis 2008, je crois que je suis toujours au maximum. C'est une question de génération dans les gens qui te poursuivent, parce que je me dis aujourd'hui, ils pourraient se calmer un peu leur délire, quoi. Ah, je crois pas que ça se calme, hein. Je crois que c'est de pire en pire. Mais c'est des anciennes générations de gens qui te poursuivent, ou même les jeunes sont dans le truc? Ah non, il y a des jeunes, il y a de tout, je crois. Il y a beaucoup de gens d'associations, que ce soit au Oradour. Au Oradour, maintenant, il y a les petits-fils, il y a les, vous savez, tout ça. Non, c'est pas question générationnelle, je crois pas. Okay. Voilà, donc on en est. Moi, j'en suis pas sorti en tous les cas. Enfin voilà. Oh, tu feras pas 10 ans, au moins c'est déjà ça. 1 an, au pire, si tu prends 1 an. Bah, je pense qu'ils vont essayer après de me remettre d'autres années, mais de toute façon, bon.
je fais confiance à la Providence et puis maintenant je me suis engagé, hein, c'est bon. Maintenant, je vais pas me plaindre. Oui, mais tu n'auras pas 10 ans, donc il faut quand même aussi voir le fait que tu le feras peut-être 1 an, peut-être 2 ans s'il y a une accumulation à la con, mais que c'est que 2 ans finalement et qu'au pire, tu auras le reste quoi, pour toi. Oui, oui, bien sûr. Moi, de toute façon, moi, quel que soit mon destin, j'ai Et choisi. Donc, financièrement, tu t'en sors? oui, oui, financièrement, je m'en sors. Bah, d'abord, je suis logé. Et puis, Tu as moi, des je soutiens, tu as donne des rien. amis, tu as des Comment? soutiens, tu as des amis, tu seras toujours, il y aura toujours quelqu'un, quoi. Il y a toujours des amis pour me donner, pour me dire, tiens, voilà, 100 euros. Donc, non, non, ça va, je tiens, hein. Puis voilà, faut dire que j'ai vraiment pas beaucoup de besoins. D'ailleurs, regardez mes habits, c'est du simple, complètement simple. J'ai pas de voiture, j'ai mon vélo, j'ai mon petit vélo, puis c'est tout. Ouais. Donc, j'ai pas besoin de beaucoup. Moi, j'ai jamais eu besoin de beaucoup. D'ailleurs, c'est ce qui m'a permis d'être un militant. Parce que si j'avais eu besoin, si j'avais eu un train de vie énorme, bah, j'aurais pas pu tenir. Enfin bon, moi je dis sur cette vidéo, moi si j'ai un message personnel à faire passer, c'est qu'il faut que les gens se calment, arrêtent leur délire. Ça fait 80 ans que les choses se sont passées, que l'histoire elle a le droit d'être envisagée de tous les angles qu'on veut, et qu'il y a un moment donné, l'hystérie, il y a des limites. Voilà, j'appelle Exactement. les gens à se calmer et à arrêter leur délire, ça suffit, quoi. Voilà, il faut dire ça, tout simplement. Tu as raison, c'est le bon mot de la fin. Maintenant, arrêtez, c'est bon, ne faites plus d'exploitation politique, et puis envisageons l'histoire comme quelque chose autour duquel on peut s'arranger, parce que de toute façon, par exemple, pour Oradour, même si ma thèse est vraie, ça ne change pas que des femmes et des enfants et des hommes sont morts dans des circonstances atroces et qui méritent notre respect et la mémoire. Je veux dire, donc, si encore je disais, voilà, mais ils sont pas morts, c'est pas vrai, ils sont partis ailleurs, et puis ce sont des. On dirait, mais c'est horrible, mais c'est pas du tout ce que je dis. Moi, j'ai dit, hein, d'ailleurs, mon premier livre était dédié aux femmes, notamment, il n'y avait pas qu'elles, mais aux femmes et aux enfants, enfin, pas que, aux femmes et aux enfants de Radour-sur-Glane. Moi, quand je pense à ce qui a dû se passer dans l'église, c'est horrible. Et je l'avoue, c'est les circonstances, c'est les responsabilités qui changent. Mais pour les femmes et les enfants, la mort a été là, hein, elle était au rendez-vous, hein. Donc voilà. Donc que l'on cesse. Oui, oui, ton point de vue, c'est pas de mépriser les gens d'Oradour-sur-Glane qui sont détestés en étant du côté des Allemands de manière vicieuse. C'est pas ça du tout. Ton C'est pas ça. propos, c'est de dire que techniquement, ça s'est pas forcément passé comme le récit le prétend. Et en étant français, même si tu as des accointances avec le national-socialisme, ton propos n'est pas là. Ton propos n'est pas Ah de non, mépriser absolument les pas. morts. Ton J'ai propos fait une est juste enquête de dire que complètement neutre. ouais. Quand j'ai fait mon enquête, j'ai mis tout à fait mon idéologie et mes accointances politiques neutres. Ça m'intéresse pas. Moi, j'ai regardé l'Église, j'ai dit voilà, voilà comment ça se passe, voilà, voilà ce qu'on peut en déduire. Il n'y a pas du tout de considération politique. D'ailleurs, je ne parle même pas. Je veux dire, oui, à un moment, je dis qu'il y avait de la résistance, qu'il y avait des communistes à Oradour, mais je veux dire, c'est Tu un n'as pas fait. de, tu n'as pas de haine ni pour les uns ni pour les autres. Tu as essayé de faire ça de manière objective. Voilà, Pas de mépris ou de provocation dans ce que tu fais. exactement. J'ai fait ça comme un policier qui aurait fait une enquête. On va sur les lieux du crime, Bon, on parce que, inspecte, on écoute les témoignages des uns et des autres et on conclut. à la limite, tu vois, si tu étais un excité qui voudrait te provoquer et qui, en provoquant, heurterait la sensibilité des familles, je comprendrais à la limite qu'il y ait ce genre de réaction, mais ce n'est pas le cas ici. Ah mais non, voilà, c'est pas le cas. Et voilà. Et j'ai toujours dit, moi j'ai du respect pour les gens qui sont morts, et notamment pour les femmes et les enfants. J'éprouve de la douleur pour ces gens qui sont morts dans des circonstances terribles. Euh, donc il n'y a pas à dire, vous, vous Pris en violez otage, des gens Comment? pris en otage de part et d'autre par des factions opposées, quoi. C'est-à-dire, c'est un peu comme partout, c'est que les C'est victimes de ça. la guerre, ce sont les civils qui sont plutôt, allez, on va dire les enfants, les femmes qui sont plutôt au milieu de ça, quoi. Et Exactement. puis, il y a des mouvements en opposition qui prennent les gens dans leur conflit, voilà. Voilà. Et puis, ou qui les éclaboussent sans même le vouloir. C'est pour ça que moi, d'ailleurs, j'ai toujours été contre la guerre. C'est bon, c'est facile d'être contre la guerre, hein, c'est pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je suis vraiment pacifiste, moi, parce que je dis, Et puis, les guerres modernes, c'est horrible pour les oui, civils. et Je veux pas puis que les les gens civils devraient se poser la question aujourd'hui, pour se regarder dans la glace par rapport au conflit israélo
Palestiniens ou au conflit ukrainien. Si leur bellicisme va en guerre contre les uns, ne prend pas justement en otage les enfants et les femmes de ces régions. Voilà, ça aussi, Ben oui, c'est une chose qu'il faut préciser. exactement. Ça prend en otage, ça fait des drames. C'est pour ça que j'ai toujours dit, moi, avant la guerre, et toujours essayer de s'entendre. Il y a toujours un moyen de s'entendre, toujours, enfin, quasiment toujours un moyen d'éviter. D'ailleurs, lorsqu'en 1909, la guerre aurait pu éclater avec l'affaire du Panthère, là, enfin bon, peu importe, mais la France et l'Allemagne, ils ont gardé leur sang-froid, ils se sont arrangés. Il n'y a pas eu de guerre. Pourtant, il y aurait pu y avoir. Et en 14, si d'un côté et de l'autre, on avait eu un peu plus de sang-froid, on aurait peut-être pu éviter. Si on n'écartait pas systématiquement les pacifistes, Oui, ça serait moins compliqué. Voilà. oui, exactement, c'est vrai. Par exemple, c'est très dommage quand dans les fin des années 30, le mouvement pacifiste français était beaucoup trop éclaté entre la gauche, la droite. Et s'ils avaient été vraiment ensemble, il y aurait pu y avoir, enfin, on aurait pu éviter, je pense. Mais hélas, les pacifistes étaient trop éclatés. Si les gens étaient assez courageux pour neutraliser les va-t-en-guerre et les hystériques qui trahissent tout le monde en essayant de pousser au chaos, je pense à Macron en ce moment d'ailleurs, ou à ce genre d'excités qui déjà font tout pour qu'il n'y ait pas d'accord et de diplomatie, puisque Macron a détruit le corps diplomatique français d'ailleurs, hein, et qui font tout pour éviter les accords de paix, qui font tout pour provoquer. Je veux dire, si les gens étaient assez courageux pour les neutraliser, le monde ne s'en porterait pas plus mal. Et je ne parle pas d'élimination physique, mais de neutralisation. Oui, oui, c'est ça, une neutralisation. De dire non, objection de conscience, on ne suit pas. On ne suit pas. Mais ça, pas facile. Voilà. Bon, bah écoute, alors c'est une bonne conclusion. On va s'arrêter sur l'entretien de Radour là-dessus, si tu es d'accord, à moins que tu aies des choses à rajouter. Tout à fait, non, c'est très bien. Très Allez, bien, je te remercie beaucoup et je te souhaite une bonne fin de journée. Oui, plein de bonnes choses à toi. Salut. Merci. J'espère que d'autres chercheurs, plus tard, quand les archives seront ouvertes, pourront avoir accès à des informations que je n'ai pas. Et je le dis encore